Donc en 1984, ce comité a été dissous pour donner naissance à 2 comités, placés sous la tutelle des ministères chargés de la francophonie, qui varient, hein, parfois c'est l'éducation, parfois ça a été la culture, je crois. Enfin bon, 2 comités, le comité consultatif et le commissariat général. En 1989, ces 2 comités ont été remplacés par le Conseil supérieur de la langue française, qui a aujourd'hui disparu, et la délégation générale à la langue française. Et en 2001, donc ça marque un tournant politique, en tout cas un tournant dans l'orientation politique de la France. La DGLF donc, est remplacée par la DGLFLF, la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France, ce qui montre la reconnaissance par l'État de notre diversité linguistique. Et donc ça marque un tournant aussi dans notre politique. Alors quelles sont nos missions actuelles? La première mission, depuis le départ, c'est de garantir un droit au français. Bon, ce droit au français, maintenant, il est légiféré par la loi Toubon, de la loi du 4 août 1994. Ce droit au français, il garantit la possibilité, le droit pour tous les citoyens d'utiliser, de s'exprimer, de recevoir une information en français. Alors, c'est assez particulier, hein, il n'y a pas beaucoup d'États qui ont un dispositif comme ça de politique linguistique et justement de préservation de la langue nationale. Mais alors, quels sont les enjeux là? Par exemple, je vous donne un exemple de la vie quotidienne. Par exemple, la loi Toubon fait en sorte qu'il est interdit en France de commercialiser un produit dont le mode d'emploi ou la notice n'est pas également en français. Elle peut être dans beaucoup de langues, hein. Promouvoir et valoriser ce qu'on appelle les langues de France. Alors, les langues de France, elles ont été répertoriées. Entre nous, quand on parle de langues de France, on parle d'une liste précise des langues de France, une liste qui est tout à fait discutable, d'ailleurs. Alors, cette liste, elle a été demandée, elle a été commandée par le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture en 1999 à Bernard Cerquiglini. Bernard Cerquiglini, que vous connaissez peut-être, qui animait sur TV5 une émission Bonjour professeur ou Merci professeur, et il expliquait l'origine des mots. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui est aujourd'hui recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, qui a été délégué général à la langue française et aux langues de France. Et donc on lui a confié cette mission de répertorier les langues de France. Et il en a répertorié à l'époque 75. Je ne sais pas si vous connaissez cette liste. Non ? Si. Oui. Alors, parmi ces 75 listes, ces 75 langues, la plupart sont des langues parlées dans nos territoires français d'outre-mer, qui sont beaucoup plus riches en diversité linguistique que notre territoire hexagonal. Et sinon, bien sûr, cette liste comptabilise toutes les langues régionales parlées en France, le breton par exemple. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant, c'est que Bernard Cerquiglini a compté comme une langue à part chaque langue d'Oïl. Par exemple, le picard, c'est une langue dans sa liste. Par contre, il n'a compté qu'une seule langue pour l'occitan. Alors, les occitanistes ne sont pas très contents parce qu'il y a évidemment plein de variantes dans l'occitan. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut toujours discuter cette liste. Et dans cette liste, il a aussi comptabilisé 5 langues qui ne sont pas des langues territoriales, mais qu'on considère maintenant comme faisant partie de notre patrimoine parce qu'elles sont parlées massivement et depuis longtemps en France. Donc ces 6 langues, pardon, ce sont l'arabe dialectal, le berbère, le romani, l'arménien, le yiddish et le judéo-espagnol. Et maintenant, cette liste compte depuis plus récemment 76 langues parce qu'on y a intégré la langue des signes française, compassionnelle. On part aussi du principe que la langue est le signe le plus fort d'appartenance à une communauté. Donc c'est pour ça aussi qu'on est rattaché au ministère de la Culture. Ça n'a pas toujours été le cas. À un moment, on était rattaché au service du Premier ministre parce qu'on a une vocation interministérielle. On travaille notamment avec l'Éducation nationale ou avec le ministère de l'Intérieur pour l'intégration des travailleurs migrants, par exemple. Mais bon, donc on est actuellement rattaché
à la culture, puisque la langue est une composante de la culture. Et la langue, c'est aussi le signe le plus fort d'appartenance à une communauté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... Et de là, je vais énoncer deux principes. L'importance de maintenir la pratique de sa langue d'origine et l'importance d'acquérir le français comme langue commune quand on décide quand on vit en France. Malheureusement, je vais énoncer aussi un autre constat. Les langues minoritaires, malgré ces progrès, sont toujours victimes de représentations négatives et pourtant, notamment les langues de l'immigration, notamment certaines langues de l'immigration. Et pourtant, ces langues, elles constituent un atout culturel, économique, qui est mésestimé. Donc c'est aussi notre mission de promouvoir toutes les portes que peuvent nous ouvrir cette richesse aujourd'hui, cette richesse linguistique que nous avons aujourd'hui sur notre territoire. Et moi je trouve que Mona Ouzouf en parle très bien. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont lu cet ouvrage, Composition française, retour sur l'enfance bretonne. Donc là c'est le cas breton. Et elle en parle vraiment très bien de ce cloisonnement où tout ce qu'elle apprenait avec son père à la maison et la bibliothèque de son père où elle apprenait la culture bretonne et tous les auteurs bretons, tout ça, ça n'avait pas sa place à l'école. Et justement, développer la compétence plurilingue, c'est imaginer une autre manière d'apprendre les langues. Je vous la cite, on désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer langagèrement et à interagir culturellement, possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et à des degrés divers, l'expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l'ensemble de ce capital langagier et culturel. L'option majeure est de considérer qu'il n'y a pas la superposition, juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence de compétences plurielles, complexes, voire composites et hétérogènes, qui incluent des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible par l'acteur social concerné. C'est-à-dire qu'en fait, être plurilingue, ce n'est pas être polyglotte. Être plurilingue, ce n'est pas maîtriser plusieurs langues, c'est savoir mobiliser les compétences partielles qu'on a dans différentes langues et les utiliser au bon moment. Quand on s'amuse comme ça avec les enfants, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à comprendre aussi qu'on peut vivre ensemble, même en étant différents, même en respectant, en vivant sa propre culture. On peut aussi avoir une culture commune. Donc c'est une éducation au vivre ensemble, à la citoyenneté, et moi je trouve que c'est un enjeu de cohésion sociale, de prévention de la xénophobie, surtout aujourd'hui. Par ailleurs, on se base aussi sur les savoirs des élèves. Donc l'élève lui-même, s'il parle une autre langue, il va devenir expert. Donc il se met, lui, en sécurité. Là, il est vraiment en sécurité dans l'apprentissage, puisqu'il s'appuie sur le connu pour développer d'autres connaissances. Et par ailleurs, ça peut aussi... il y a aussi des initiatives qui se font où on invite les parents d'élèves qui parlent une autre langue à intervenir dans la classe